Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Fébrile jeunesse, à tout asservi. L'enfance à la main sûre. À quand remonte mon premier souvenir de tremblement? Ce n'est pas une question facile. Je me rappelle comme si c'était hier, la première vexation que m'a valu ma particularité. Un élève s'approche de moi. Il est narquois. Il me cherche querelle. Pourquoi me déteste-t-il? Quoi qu'il en soit, il me toise et d'un ton fielleux me lance. Toi tu trembles et tu louches, tu as tous les défauts du pauvre type. Je ne sais que répondre, et je reste à me dire que sûrement il a raison, que telle est bien la définition du pauvre type. Je me le rappelle comme si c'était hier, et justement cela m'empêche de préciser à quelle date l'apostrophe a été lancée. Étais-je encore à l'école primaire, rue Turgot, dans le 9e arrondissement? Ou bien fréquentais-je déjà le collège Condorcet, rue d'Amsterdam, dans le 8e, qu'on appelait alors petit lycée? Je penche plutôt pour la deuxième hypothèse. Durant toutes mes années à l'école, j'ai eu un ami inséparable, de ces amis qui pensent comme vous aux mêmes choses que vous, au même moment que vous. Une amitié qui est souvent, hélas, réservée à l'enfance. Bien sûr, ce sentiment évident nous a valu parfois, à Yves et à moi, des réactions de jalousie, et le trait de mon offenseur peut bien avoir été l'une d'entre elles. D'un autre côté, cette amitié me rendait invulnérable, totalement heureux. Le seul qui avait le pouvoir de me faire souffrir était Yves, lorsque nous connaissions d'orageuses, mais toujours très brèves, brouilles. J'ai presque tout oublié des autres élèves, et j'aurais probablement évacué la vanille avec le reste, si elle avait eu un autre écolier pour auteur. Au petit lycée, en revanche, j'étais seule, les parents d'Yves l'ayant dirigé vers la filière technique ou professionnelle d'un collège d'enseignement général. Je n'avais plus d'amis, et ne savais ni ne voulais me faire des copains de classe. Exclusif, solitaire et pas trop mauvais élève, j'ai pu représenter une cible tentante et facile à terrasser. 6e? 5e? Ou plus tard? Pour en revenir à l'école primaire, je ne me rappelle pas avoir souffert au tableau noir. Peut-être les instituteurs, comme plus tard les professeurs, évitaient-ils de m'y envoyer? Cependant à la cantine, je mangeais, buvais, et mettais les mains sur la tête en cas de fort bavardage, comme tout le monde. Tout cela ne plaide pas trop pour le tremblement enfantin. Je me creuse la tête et découvre soudain un élément bien troublant. Enfant, je voulais être guitariste, et suppliais ma mère de me faire donner des leçons. Étais-je inconscient à ce point? Difficile à dire, car ma mère avait dit non. J'ai dû la questionner, la quereller, mais rien n'y a fait. Je ne me souviens plus des raisons qu'elle m'opposait, mais je sais qu'il n'a jamais été question d'une impossibilité physique. J'ai classé l'affaire et me suis résignée, en me disant que nous n'avions pas l'argent nécessaire. Et il est vrai que nous étions très pauvres. Cependant, ma mère désirait tant que je réussisse qu'elle était prête à bien des sacrifices pour moi. En plus de son travail dans une clinique, puis dans un hôpital, de nuit pendant longtemps et en 12 heures, elle faisait des repassages chez les boulangers du coin ses jours de repos. Elle aurait trouvé les ressources, si elle l'avait voulu. Bien plus tard, un jour où nous discutions de mes mains, elle m'a confié qu'elle éprouvait du remords à ce sujet. Plusieurs fois, elle s'était dit que l'exercice de la guitare m'aurait peut-être préservé de trembler. Mais à l'époque, cet instrument représentait pour elle quelque chose de pas sérieux, un truc qu'on gratte pour faire du bruit et plaire aux filles. Elle aurait accepté le piano ou le violon, dont jouait si bien son frère. Elle ignorait que la guitare eût ses virtuoses. La morale de cette histoire est que, garçonnet, je ne tremblais sûrement pas. À l'appui de cette thèse, j'ajoute 3 preuves indiscutables. Premièrement, je jouais souvent au Mikado, ce jeu infernal qui oblige à retirer d'un entrelac de légères baguettes, l'une d'entre elles sans que les autres bougent. La seule idée d'y jouer aujourd'hui me fait éclater de rire. Deuxièmement, j'ai réalisé plusieurs maquettes, notamment celle d'un superbe 3-mâts dont j'ai peint et collé les centaines de minuscules pièces, à l'aide de pinceaux filiformes et de pinces à épiler. Personne ne m'a aidé, je le jure, et le trophée est demeuré bien des années à ramasser la poussière sur une de nos rares étagères. Et puis en 3e lieu, je dois l'avouer, j'ai bien été champion dans ma vie, champion de quelque chose. J'étais le meilleur de toute l'école aux osselets, ces petits éléments de métal ou de matière plastique, moulés à la forme d'un petit os du gigot de mouton,
que les enfants jouent à lancer et à rattraper sur le dos de la main. Pour reprendre la définition du dictionnaire. Je pouvais faire 20 parties de suite, avec les figures les plus compliquées sans perdre. Et mon adversaire attendait vainement qu'un osselet m'échappe pour jouer à son tour. Durant la saison des osselets, j'étais bien le roi de la cour de récréation. A-t-on jamais vu un roi qui tremble ? Du coup, je relis le début de ce chapitre et je revois clairement à présent où le mauvais camarade dont j'ai parlé m'a injurié. C'est bien à l'époque du petit lycée Condorcet. Nous venons de sortir, non par l'entrée principale, mais par la petite porte qui donne rue de Bucarest. Il fait déjà nuit. Je ne sais pas me battre. Je ravale ma honte. Mais dans quelle classe ai-je fréquenté ce triste cire ? En 6e, 5e, 4e ou 3e ? Quand donc le don du tremblement a-t-il remplacé celui des osselets ? Quel âge avais-je quand ma mère a commencé à regretter que je ne sois pas même un mauvais chanteur yéyé ? Longtemps, lorsqu'on me posait cette question, je répondais par habitude et peut-être par paresse. Je ne sais pas, mais je pense que c'est à l'adolescence. Je voulais dire, évidemment, à la puberté. J'avais donc raison d'éliminer l'enfance. Mais pourquoi m'étais-je mis à trembler en devenant un grand bêta boutonneux ? Dans mon esprit, il s'était passé là quelque chose qui ressemblait à un séisme, et qui m'avait laissé ce symptôme, ce stigmate. Voyons si ma mémoire saura me renseigner aussi bien que pour mes jeunes années. Je me coupe les vivres. En définitive, ma mémoire est bien plus rigoureuse que je n'ai jamais voulu l'avouer. J'ai relégué des tas de souvenirs au rang des ' impressions, sans doute pour éviter d'avoir à y regarder de trop près. Je me souviens d'une année terrible, où j'étais plus mal dans ma peau que d'habitude. Ma solitude tournait au solipsisme. Mes devoirs de français rendaient des pointes à m'alarmer pour leur hermétisme. À cela s'ajoutait ce que je peux nommer sans exagération une angoisse, celle d'être considéré avec pitié ou raillerie comme un pauvre type tremblant. On a vu l'origine de cette conscience au petit lycée. Mais sa conséquence la plus douloureuse s'est déclarée au grand lycée, en seconde. En pleine crise de révolte contre le monde, contre mes professeurs, les pauvres, et moi-même, j'ai entrepris une sévère et sourde grève de la faim. Je ne tolérais plus l'idée de me trouver en public incapable ou presque de couper ma viande, de porter à ma bouche une cuillerée de soupe ou de crème, sans éclabousser ma chemise et celle de mes voisins, de remplir mon verre et de le lever vers mes lèvres. Empli de répulsion, je savais que même si je réussissais à accomplir presque normalement un de ces gestes, je surprendrais des regards qui se voudraient discrets, mais se détourneraient comme par hasard lorsque je lèverais la tête. Là encore l'amitié perdue a joué son rôle. Au petit lycée, en 4e, j'avais fini par me faire un bon copain Jean-Louis. Sa présence me permettait de ne pas me sentir minable, et d'affronter l'ambiance infernale de la grande salle voûtée où nous mangions. Il n'était plus à mes côtés quand, le premier jour au grand lycée, je découvris par une porte entr'ouverte qu'il s'agissait à présent de me lancer dans les pièges d'un self-service, de prendre un plateau et de le porter, d'attraper des assiettes pleines sans les renverser, autant dire de devenir jongleur, équilibriste, funambule sans être passé par l'école du cirque. Je reculai vivement, je ne franchis pas le seuil. Pas une fois. Ainsi, avec un fort sens de la nuance, je supprimai l'effet de honte en abolissant sa cause. Je boycottais le réfectoire. Et comme il était encore plus difficile de vivre au dehors du lycée qu'à l'intérieur, je jeûnais tous les midis. Je me revois dans la cour immense de l'établissement, comme une tache noire et affamée. Tous les autres s'activent, jouent au football et rient, ils ne tremblent pas de faim eux. Sur le moment, je pensais avec une amertume un peu nihiliste, que cette attitude prolongée n'améliorerait pas l'état de mes nerfs, et même peut-être l'aggraverait. Je doute aujourd'hui que cette toute relative abstinence ait sérieusement menacé ma croissance et ma santé. Mais je pense qu'elle a représenté une étape. Je me suis soumis à mon tremblement, j'ai cessé de le combattre. Il m'a fourni le plus incroyable prétexte à me recroqueviller sur moi-même. Je l'ai laissé grandir dans mon esprit, et devenir une barrière telle que je ne voyais plus ce qui me permettrait de la franchir. Comment on se tue soi-même ? Je sais aujourd'hui que j'ai toujours tremblé. Je le sais, car j'ai produit à ce sujet le seul syllogisme dont j'ai jamais été capable. Il est unique, mais je le trouve superbe et irréfutable. Le voici.
Mon tremblement est essentiel. Or, enfant, je jouais au Mikado. Donc, je savais maîtriser mon tremblement. Développons un peu. Un tremblement dit essentiel est inscrit dans les gènes. Cela signifie que je l'ai toujours eu. Cependant, on se rappelle que j'ai construit des maquettes compliquées et que je régnais aux osselets sur les centaines d'enfants de l'école communale. Donc je tremblais, mais je possédais l'aptitude à résorber ce phénomène et à accomplir même en public, même en compétition, circonstance au plus haut point intimidante, des gestes méticuleux et ardus. Ce raisonnement possède la clarté et l'évidence qui, selon Descartes, sont les critères de la vérité. Si j'avais pu le faire à l'adolescence, je l'aurais complété par ce corrélat. Ce qu'enfant on savait faire, on doit y parvenir encore mieux adolescent. Ou de manière plus personnelle, si j'ai possédé le secret du contrôle de moi-même il y a 1 an ou 2, je n'ai pas pu l'oublier si vite. Je n'aurais alors vu aucune raison de transformer un univers jusqu'alors facile et adapté à mon corps, en un labyrinthe de situations humiliantes pour mon ego et dangereuses au moins pour la propreté de mes habits. Bien sûr, dans ces années-là, on ne parlait pas de génétique. On n'avait pas isolé la séquence responsable du tremblement dit essentiel. Cette découverte est toute récente. La base de mon syllogisme eût été moins indiscutable. Pourtant, les grands neurologues, et l'on verra que je n'ai pas été le patient du moindre d'entre eux, savaient à merveille diagnostiquer mon affection. Nous aurions pu effectuer une rapide recherche dans le Larousse médical. Bien sûr, les illustrations de cet ouvrage dépassent souvent les bornes du supportable, et ces textes sur n'importe quelle affection engendrent l'impression sourde qu'on est gravement atteint. Mais maman aurait pu relativiser les sentences du dictionnaire, quitte à se faire aider par les patrons de sa clinique. En réalité, ni ma mère ni moi n'éprouvions d'intérêt à comprendre ce qui m'arrivait. Du moment que je parvenais à me débrouiller comme tout le monde, même en tremblant, à quoi bon me faire subir des consultations et des examens? J'étais un gamin heureux, je suis sûre que cela nous suffisait, à maman et à moi. Je mettrais même ma main au feu que nous nous disions autre chose. Nous devions croire que le tremblement passerait de lui-même quand je deviendrais grand et prendrais de l'assurance. C'est ça, je me le rappelle clairement à présent. J'ai attendu longtemps le déclic du passage à l'assurance de soi. J'ai épousé le fantasme maternel de la virilité tranquille et puissante. Certes, mon père avait quitté ma mère alors que je n'avais que quelques mois, et encore aujourd'hui je ne saurais dire son nom. Mais il va sans dire que ma mère, elle, avait bien connu cet homme, et il avait été pilote de guerre, et il tirait à la carabine comme un dieu, à travers les hélices, etc. Comme visiblement il m'avait légué sa grande taille, on pouvait espérer que sa carrure et son adresse feraient partie de l'héritage. Voilà la seconde erreur de ma mère, après le refus des cours de guitare. Il me revient en effet une histoire qu'elle m'a racontée bien des fois, sûrement pour que je la pardonne, mais c'était inutile, je ne lui en voulais de rien, et pour se justifier à ses propres yeux, ce qu'elle n'a jamais dû réussir à faire. Enfant, elle avait étudié jusqu'au certificat d'études. Elle désirait devenir institutrice, mais les travaux de la ferme l'en avaient empêchée. La voici, nouvelle en classe de couture. Elle pose son ouvrage sur ses genoux et tente de reproduire les points qu'on lui enseigne. Impossible. Ses mains n'obéissent plus, sont secouées en tous sens. L'aiguille n'est plus qu'un dard prêt à entrer dans sa chair. Elle met plusieurs heures à dominer ce malaise et à piquer le tissu comme ses condisciples. Elle met plusieurs heures ou plusieurs jours, mais elle y parvient. Tel était le message explicite qu'elle m'adressait. Tu vois, ce n'est pas si rare de trembler. Ta mère est passée par là, et cela s'est arrangé. Elle mettait tout son cœur à me donner confiance, et à se rassurer elle-même sans doute. Et j'y croyais. Ne travaillait-elle pas à la clinique? Ne réussissait-elle pas brillamment les intramusculaires, notamment sur moi, à chaque fois que j'étais malade? D'ailleurs, puisqu'elle avait réalisé cette mutation d'enfant nerveuse en adulte assuré de ses gestes, pourquoi en vérité n'aurais-je pu l'imiter? Je suis peut-être passé à un cheveu du tremblement permanent mais heureux, facile et par là maîtrisé, et résorbé dans la plupart des situations scabreuses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.